Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes sur RTI 1 et en direct. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part lundi dans la soirée à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie fédérale d'Allemagne à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Les activités du Premier ministre Amadou Koulibaly, il est rentré hier mardi de sa tournée européenne et américaine. Le chef du gouvernement ivoirien est allé rechercher les financements pour la réalisation de plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Autre titre de cette édition, ce mercredi 14 juin est célébrée la journée mondiale du don de sang. Le thème, que pouvez-vous faire? Nous en parlons dans cette édition. Après Berlin, où il a pris part à la conférence des chefs d'État sur le partenariat G20 Afrique, le président Alassane Ouattara s'est rendu ce mercredi dans la matinée à Strasbourg en France. Il y a l'invitation du Parlement européen qui siège dans cette ville de France. Le chef de l'État fera notamment une importante adresse depuis le siège du Parlement européen. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu hier mardi au château de Bellevue de Berlin, siège de la présidence fédérale. Il a pris part au dîner offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter, aux chefs d'État et de gouvernements africains présents en Allemagne dans le cadre de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Voilà, lundi dans la soirée, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie fédérale d'Allemagne à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Une autre articulation de l'initiative Compact with Africa pour un partenariat constructif entre l'Afrique et le G20 à Ouattara. Vers la mise en œuvre d'un plan Marshall avec l'Afrique. C'est en tout cas l'ambition de la présidence allemande du G20 qui entend construire un avenir commun avec l'Afrique. Il s'agit à travers l'initiative Compact with Africa de promouvoir les investissements privés et coordonner les initiatives du G20, celles des organisations internationales et des pays africains. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, initiatrice du concept Compact with Africa, cette conférence internationale sur le partenariat G20 Afrique marque le début d'une coopération fructueuse. Nous, les pays industrialisés, nous devons nous demander est-ce que nous nous sommes engagés sur la bonne voie avec notre aide au développement classique? Je pense que non, parce que nous nous sommes toujours focalisés sur notre propre développement économique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une initiative qui ne parle pas de l'Afrique, mais avec l'Afrique, dont cette initiative Compact avec l'Afrique, Compact avec Africa. Vous, les pays africains, grâce à votre agenda 2063, vous avez aussi tracé la voie et vous avez dit où le développement devrait aller. 9 pays africains, dont 6 de l'Afrique de l'Ouest, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ce programme Compact with Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette conférence avant de saluer les actions de la chancelière allemande en faveur de l'Afrique. J'adhère pleinement à cette approche innovante qui vise à améliorer les conditions cadres des investissements privés et à inciter les organisations internationales et régionales à conclure en coopération avec des pays africains intéressés et des partenaires bilatéraux des accords pour attirer les investissements privés. J'adhère aussi à l'objectif de mieux coordonner les initiatives du G20 avec celles des organisations internationales et des pays africains. Cependant, dans la mise en œuvre de cette initiative, il serait utile de veiller à ce que les conditionnalités croisées ne constituent pas un frein.
Le Compact Africa devrait principalement couvrir les projets d'infrastructure, de transport et d'énergie dont l'Afrique a tant besoin. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, nous avons bien évidemment des projets nationaux portuaires, aéroportuaires, construction de logements sociaux, aménagement des zones industrielles, mais il faut surtout, et nous croyons en l'intégration, des projets régionaux structurants, tels que les corridors autoroutiers et les chemins de fer sous-régionaux. Vous savez, c'est ce qui a fait le démarrage de l'Europe et nous devons nous en inspirer au niveau du continent africain. En effet, comme les pays émergents les plus performants l'ont fait, la Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, a placé au cœur de sa stratégie le secteur privé comme le moteur de la croissance économique. Afin que les objectifs visés par tous soient atteints, il importe donc de tenir compte des réalités et des spécificités de chaque pays dans l'allocation des ressources du Compact Africa vers le continent. Mon pays est fier de sa tradition de solidarité et estime que si des fonds conséquents sont alloués, cela aura un impact significatif qui contribuera à la réduction du flux migratoire vers l'Europe. Le G20, qui endosse ainsi cette initiative allemande, va désormais apporter son soutien à des accords d'investissement conclus entre les pays africains, les organisations internationales et ce groupe des 20 pays les plus industrialisés et émergents. Par ailleurs, le chef de l'État s'est entretenu hier, toujours à Berlin, avec le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment des questions liées à l'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire et le groupe allemand Siemens ont signé lundi à Berlin un mémorandum d'entente en marge de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Il s'agit d'un apport technico-financier dans le cadre d'investissements incitatifs. Retrouvons Awa Touré. Le groupe allemand Siemens, spécialisé dans les hautes technologies, est présent dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé, veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. Volonté formalisée par la signature en présence du président de la République Alassane Ouattara d'un mémorandum d'entente pour le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette collaboration devrait permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la mise en œuvre concrète du plan cadre de développement. Nous allons faire une nouvelle société Siemens Côte d'Ivoire qui va ouvrir au 1er octobre. Nous avons investi dans cette société. En deuxième lieu, nous avons discuté ensemble avec son Excellence le Président la manière de comment former des jeunes talents ivoiriens et comment aller dans une approche d'éducation en alternance. Et ici à Berlin, nous avons un grand centre international de formation. C'est de voir comment nous pouvons reprendre des étudiants ivoiriens ici à Berlin et pourquoi pas demain, si cela s'avère opportun et souhaitable, de faire un centre de formation pour l'Afrique de l'Ouest, pour la sous-région, à partir de Côte d'Ivoire-Abidjan. Le groupe Siemens est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des initiatives allemandes dans le cadre du partenariat G20 Afrique. Awa Touré, envoyé spécial de RT1 en Allemagne. Deuxième grand titre de cette édition, les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est rentré hier mardi de sa tournée européenne et américaine. Le chef du gouvernement ivoirien est allé rechercher les financements pour la réalisation de plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Lasside Bakayoko. Paris, Munich, Francfort, Londres, New York et Boston. La tournée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans ces 6 grands pôles financiers internationaux a porté fruit. Près de 1140 milliards de francs CFA récoltés sur le marché de l'eurobond. Nous étions partis pour une mobilisation de 500 millions d'euros. Les souscriptions donc, se sont élevées à 4 milliards 500 millions d'euros. Naturellement, nous avons pris donc, ce qui était nécessaire pour le financement du budget. Le montant spécifique en euros était de 625 millions d'euros. Pour le dollar, nous étions partis pour 1 milliard 250 millions de dollars, dont une partie de restructuration de dettes.
Là aussi, la souscription donc, a été importante, quasiment 4 fois donc, le niveau donc, de notre émission de base. Et les taux d'intérêt étaient aussi exceptionnels, et principalement pour l'euro où nous sommes allés, nous sommes ressortis avec un taux de 5,125%. Ce nouvel emprunt est d'autant plus important que la Côte d'Ivoire a de grands projets d'infrastructure à réaliser. Face à la communauté internationale des finances, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis en avant les nombreuses réformes liées, entre autres, à l'environnement des affaires et à la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le leadership du chef de l'État aura également été un argument de poids. Non seulement nous avons pu donc, mobiliser les ressources que nous voulions, mais c'est surtout la confiance que les investisseurs ont placée donc, dans le pays qui a été remarquable, compte tenu du niveau de souscription. La communauté financière internationale a réaffirmé donc, sa confiance dans le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire et a confiance dans la vision que le président a donc, de notre pays. Cet eurobond est le 3e emprunt obligataire en devises étrangères de la Côte d'Ivoire, après ceux de 2014 et 2015, où le pays a réussi à lever respectivement 375 et 500 milliards de francs CFA. Signé Bakayoko. Autre titre de cette édition, ce mercredi 14 juin est célébré chez la Journée mondiale du don de sang. Le thème, que pouvez-vous faire? Voyons cela avec Patricia Omouetia. Entre 420 à 480 ml de sang sont prélevés en fonction du poids du donneur. Le don de sang prend environ 45 minutes si l'on ajoute le temps de l'entretien, le temps de repos et de collation. Instaurée en 2004, la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée le 14 juin a pour vocation de promouvoir le don de sang bénévole, à remercier les donneurs et à inciter les non-donneurs à effectuer ce geste solidaire. Pour cette année, le thème de la Journée mondiale des donneurs de sang, c'est « Que pouvez-vous faire en situation d'urgence ?» Il faudrait qu'on se mobilise au cours de la journée mondiale pour collecter le maximum de poches pour pallier aux éventuelles urgences. Et même après la journée mondiale, il faut continuer toujours à se mobiliser pour que le sang ne manque pas dans nos établissements de transfusion. Selon le Centre national de transfusion sanguine, les réserves sont actuellement très fragiles. L'établissement a rappelé que le mois de jeûne est une période sensible car la fréquentation des collectes a baissé. 30 donneurs par jour au lieu de 50 depuis le début du mois. Pour répondre aux besoins, une hausse de plus de 20% est souhaitée. Cette année, la campagne a mis en lumière les témoignages de personnes dont les vies ont été sauvées grâce aux dons de sang. Je suis mère de 5 enfants. Et c'est sur le 5e enfant que la mort a failli m'emporter. Mais grâce à nos donneurs de sang, Dieu a intervenu. Je vous dis ce jour que j'ai reçu jusqu'à 7 poches de sang, une personne. Ça veut dire que 7 personnes m'ont aidé. Un autre circuit qui permet de sauver des vies, c'est l'autotransfusion sanguine. L'autotransfusion, c'est des personnes qui sont programmées pour être opérées et qui choisissent de donner leur sang pour que le jour de l'intervention, si le besoin s'exprime, on puisse leur donner leur propre sang. Le service reçoit une dizaine de malades par mois, soit environ 30 poches de sang prélevées. Un mois avant l'opération, on prélève 400 cm3 de sang toutes les semaines. Cette méthode est employée pour les interventions à court terme. Cette technique reste encore méconnue des populations. Le renforcement de la surveillance sanitaire à la frontière suite à la maladie à virus Ebola est une préoccupation pour les Nations Unies. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le PNUD et le Japon au profit des pays qui ont été touchés. Franck Kouadio. Ebola, une maladie à virus déclarée pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2014. L'espace francophone ouest-africain a enregistré plus de 2500 décès selon les Nations Unies. Plusieurs pays touchés et la Côte d'Ivoire menacée au plus près. Le danger, pour le moment vaincu, a surgi courant en février 2017 en Guinée-Conakry, une épidémie de rougeole, elle aussi constituant une menace pour la Côte d'Ivoire. Depuis le 10 février 2017, il s'est déclaré une épidémie en Guinée. Et nous avons été vigilants, nous avons depuis ce moment jusqu'à présent
nous allons continuer à contrôler l'état vaccinal des enfants qui rentrent en Côte d'Ivoire. L'épidémie, fort heureusement, est en train de s'éteindre en Guinée. Des maladies épidémiques aux frontières, souvent transportées par le faible niveau de vie et la porosité des frontières. Le Japon, par l'intermédiaire des Nations Unies, a décidé de contribuer au renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières suite à la maladie à virus Ebola. Un projet de plus de 2 milliards de francs CFA en termes de formation et de fourniture en matériel pour la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Pour que l'épidémie Ebola ne se propageait pas, on a mis l'accent sur notre coopération à la Côte d'Ivoire. Vous savez, toute cette zone-là est une zone qui est extrêmement difficile d'accès, où il y a des contraintes et des difficultés. Le projet de 2 ans va permettre à chaque pays concerné de voir ses capacités de surveillance sanitaire renforcées. C'est le sens de ce don en matériel à la Côte d'Ivoire. 270 millions de francs CFA pour des fourrages, du matériel de transmission et des aides au développement communautaire. Un don matériel du programme des Nations Unies pour le développement afin de contribuer auprès de la Côte d'Ivoire aux efforts de prévention des maladies à potentiel épidémique. Franck Kwadjo, toujours en santé, le paludisme sévit en Bengué, département de Korogo. Une campagne de sensibilisation est menée dans cette localité pour lutter justement contre cette maladie. Thérèse Tapeyoboué. Le village de Sekonka est situé dans la commune de Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sekonka compte 1000 habitants. Les 10% de la population de Sekonka souffrent du paludisme. La maladie est également fréquente dans les autres villages et campements autour de la localité. D'où cette campagne de sensibilisation sur la maladie initiée par l'ONG, Initiative africaine pour la protection de l'environnement et la santé. Tout le monde ne savait pas comment est-ce qu'il devrait dormir sous les moustiquaires imprégnés. Surtout, on nous donnait les moustiquaires imprégnés. Il y a des parents qui prenaient pour aller encadrer leurs petits jardins, leurs jardins potagers. Mais le jour d'aujourd'hui, en tout cas, avec cette sensibilisation, on va vraiment appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui. Les messages de l'ONG aux populations. Dormir sous des moustiquaires imprégnés. Assainir son cadre de vie. Et en dépit de toutes ces précautions, si l'on contracte la maladie, se rendre dans un centre de santé pour des soins appropriés. Nous avons fait une sensibilisation de porte à porte. Comment lutter contre le paludisme en évitant de vivre dans les nids de moustiques dans le village. À l'issue de cette campagne de sensibilisation, des moustiquaires ont été distribués aux populations. San Pedro est coupé du reste de la Côte d'Ivoire. Les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes de la Côte d'Ivoire ont cédé sous le poids de l'eau ou ne sont plus praticables. Sam Konan, Adama Kone, regardez. Les dernières pluies viennent d'isoler San Pedro du reste du pays. Toutes les voies terrestres d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro-Sassandra, à 10 km de la ville, l'eau a envahi le pont Brimé, la chaussée, les plantations et les 2 villages environnants. L'eau a entouré les 2 villages, les habitants ne peuvent pas se déplacer. Le pont n'est pas cassé, mais il est complètement dans l'eau. Circulation interdite pour les automobilistes en partance ou en provenance des Grands Bérébi. Le pont au niveau du corridor a cédé. Les piétons, aidés par les pompiers civils, arrivent à se frayer un passage. Pour le moment, sur l'axe San Pedro-Soubré, la chaussée s'est effondrée à 4 km de la ville balnéaire. Les véhicules sont obligés de stationner au grand désarroi des usagers. Situation chaotique. Là, je pars en mission, je ne peux pas faire autrement. Je suis venue tomber sur ça. Donc, impuissante face à ce qui nous arrive. Voilà. On est bloqué ici depuis 8 heures. La voie est vraiment très récente. C'est cassé de part et d'autre du goudron. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment il faut faire pour se rendre là-dedans. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations pour vraiment qu'une solution urgente soit trouvée.
Dans la ville même de San Pedro, des inondations sont constatées, comme c'est le cas devant cette maternité et le centre hospitalier régional, du fait des constructions anarchiques. Et tout à fait autre chose. À présent, l'opération Grand Ménage a été lancée pour la première fois dans la commune de Grand-Laou. La gare routière de la ville a servi de cadre au lancement de cette opération. Godefroy Okambawa, Kwasi Mamadou. Je nettoie mon pays et toi. L'opération Grand Ménage dépose ses balais dans la commune de Grand-Laou. L'opération vise à rendre le cadre de vie des populations sain et propre. Selon le préfet du département de Grand-Laou, le choix de la gare routière pour le lancement de cette opération Grand Ménage s'explique par le fait qu'elle constitue la vitrine et le passage obligé des visiteurs de la ville. Pour sa part, la directrice départementale de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, Daniel Yakabi, a appelé les populations à s'impliquer dans cette opération. Une initiative qui s'inscrit désormais dans les habitudes des populations. L'opération Grand Ménage, lancée par le gouvernement, est à sa 4e édition au plan national et la première du genre dans la commune de Grand-Laou. Un planting d'arbres aux abords de la gare routière de Grand-Laou a constitué un moment essentiel de cette première édition de l'opération Grand Ménage à Grand-Laou. L'opération Grand Ménage pour assainir le cadre de vie des Ivoiriens a été aussi lancée à Boisflé. Cette fois, nous allons retrouver Léon Broukwame de RTI Boaké. 3 mois après son démarrage le 4 mars 2017, l'opération Grand Ménage en passe d'entrer dans les mœurs des Ivoiriens. En témoigne leur participation telle que relevée par le ministère de la Salubrité, entre 50 et 95% sur toute l'étendue du territoire, soit une moyenne de 70% en région et 56% dans le district d'Abidjan. Il s'agit de changer les comportements, de changer les mentalités, en chacun et en chacune des Ivoiriens. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, y croire? Moi, je crois que si. Parce que les Ivoiriens ont pris conscience. Le fort taux d'adhésion à l'opération Grand Ménage d'Aloa, région du Haut-Sassandra. Pour les zones encore à faible taux de participation, des mesures particulières porte à porte pour comprendre et lever les obstacles. Objectif, émergence de la Côte d'Ivoire sur le plan assainissement et sur la question, une interrogation de la presse. Quelle stratégie pour pérenniser l'opération Grand Ménage? Il faut faire en sorte que au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, eh bien, nous progressions. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a des initiatives partout. Dans cette école de la salubrité, on ne renvoie personne. Chacun sera là et celui qui est en haut aura pour mission de tirer le plus faible. Sensibilisation, le moyen pour le gouvernement pour amener les populations à s'approprier l'opération Grand Ménage, une opération pour également mettre de l'ordre dans l'occupation des domaines publics. Ici, prévient la ministre de la Salubrité, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais le recours à la sanction n'est pas exclu. Autre information dans cette édition, la communauté de Yopougon célèbre la réconciliation et la cohésion sociale. Elle a organisé une journée pour cette célébration. Davis Oyo, Delphine Ougla. Jesco à l'entrée d'Abidjan en venant de la région du Tonkbi. Ici vivent plusieurs communautés. Guéré, Wobé, Gouro, Atié, Sénoufo, bref, mais la communauté majoritaire est la communauté Dan. Elle est estimée à près de 2000 personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Dan ont décidé de s'organiser pour mener des actions de développement. Une journée a rassemblé chefs traditionnels et populations Dan de Jesco pour l'événement arrivé de la danse corps depuis mois. Également les chassiers qui sont lors des grandes cérémonies. Danse de réjouissance, malgré les pluies diluviennes, la communauté Dan prône le vivre ensemble pour le développement de sa région. C'est un moment de réjouissance, de réconciliation, de cohésion entre les frères Yakuba. C'est toute une communauté en phase avec son chef qui veut travailler dans l'union et la paix. La paix, la cohésion sociale et le développement pour la population. Lui
Il est le parrain de cette cérémonie. Partout où on parle, émergence et cohésion sociale veut cher au cœur du président Alassane Ouattara. Il apporte toujours son soutien. Siki Blanc-Blaise a demandé au chef d'un la sagesse et la justice dans toutes les prises de décision. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui s'est retrouvé vite après cette crise, c'est un pays où les frères se sont pardonnés les uns les autres. Et c'est ce travail que nous nous employons à faire là-bas dans le pays profond et ici dans la capitale. La communauté d'Andegesco, plus qu'un seul homme, s'engage main dans la main pour atteindre ses objectifs. Les Dents ont donc décidé de se rencontrer de façon périodique pour se soutenir mutuellement en cas de malheur ou de bonheur. Pour Justice, dans sa politique de modernisation du système judiciaire ivoirien, initie une formation sur la loi portant sur le foncier, une formation à l'endroit des avocats pour mieux maîtriser cette approche. Mamadou Kouassi. Un terrain vendu à une ou plusieurs personnes ou avec de faux documents, construction sur le domaine public. Bref, les litiges liés au foncier sont légion dans le district d'Abidjan. C'est le cas également dans de nombreuses localités de la Côte d'Ivoire. En plus des litiges en 2 tiers, il y a aussi des litiges qui opposent l'État de Côte d'Ivoire à des tiers. Une formation dédiée aux avocats appelés à défendre ces populations est initiée par ProJustice, structure américaine engagée aux côtés du gouvernement pour la modernisation du système judiciaire ivoirien. Ce sont eux qui aident, qui doivent aider, qui doivent orienter les justiciables, les populations, afin que ces populations puissent non seulement connaître leurs droits, mais également puissent utiliser la voie la plus indiquée pour saisir la justice et faire triompher leur cause. Une initiative saluée par l'Ordre des avocats qui veut faire de ses membres de véritables spécialistes du droit foncier. Donc l'avocat a 2 niveaux d'intervention, en amont pour sécuriser l'opération, vérifier l'authenticité et la régularité des documents produits, la réalité des droits allégués, et en aval, en cas de dégénérescence des relations, conduire le procès en mettant en place les procédures utiles devant les juridictions compétentes pour pouvoir sanctionner les droits de son client. Il s'agit également pour ces avocats de s'approprier la nouvelle ordonnance d'août 2016. En matière d'occupation du domaine urbain, en tout cas, en matière d'occupation du domaine urbain, dont il faut dire en passant que c'était régi jusque-là par un vieux décret de 1928, il y a eu récemment, le 3 août 2016, une ordonnance qui réglemente désormais les modalités d'accès au domaine public avec octroi de droits nouveaux, puisqu'on peut maintenant constituer des droits réels sur ce domaine public-là. Pour cette session de formation, c'est une centaine de participants qui ont été retenus. Une formation qui intervient après celle dédiée aux magistrats, aux notaires et aux huissiers de justice. La mémoire de Cheikh Tioté, international ivoirien, décédé subitement la semaine dernière lors d'un entraînement avec son club du Beijing Enterprises, 2e division, a été honoré hier mardi lors d'un service funèbre organisé à Pékin. Mamadou Kouassi. Ils étaient tous là, amis, compatriotes, supporters de Beguine BG, membres de la Fédération ivoirienne de football, diplomates et surtout coéquipiers. Tous voulaient rendre un hommage à Cheikh Ismaël Tioté, le porteur du dossard 24 de l'équipe chinoise de Beguine BG. Les Chinois expriment ainsi leur reconnaissance à leurs joueurs pour services rendus au club. Et quand la dépouille de l'international ivoirien arrive dans le funérarium de Pékin, c'est l'émotion. Son ami et ancien coéquipier de Newcastle, Papi Cissé, international sénégalais présent à cette cérémonie, a tenu à rendre hommage à celui avec qui il a passé 7 ans dans le club anglais. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ce monsieur. Et aujourd'hui, il est parti. Aujourd'hui, il est parti. Il nous a laissé dans ce bas monde. Ce monde qui est très dur. J'espère que là où il est, il sera mieux. De ma part, il restera toujours ici, moi dans mon cœur. Parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais je demande à tout le monde de prier pour ce monsieur. Parce que c'était un vrai croyant. Quelqu'un qui ne ratait pas les prières. Il était toujours là à prier. Il croyait en cela là. Les supporters de Beguine BG et les amis de Cheikh Ismaël Tioté en Chine
se souviennent encore des actions de ce joueur parti trop tôt. Il m'a toujours encouragé dans ma vie et avant mes examens. Mais il n'a pas pu le faire avant mon bac. Je crois qu'il veille sur moi depuis le paradis. Je suis fan du football chinois. Je suis fan de Beijing, BG. J'ai de la peine pour lui. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Pékin. Il s'est sacrifié pour le football. 4 mois après son arrivée en Chine, Cheikh Ismaël Tioté est décédé le lundi 5 juin dernier lors d'un entraînement, des suites d'une crise cardiaque. La dépouille de l'ex-international ivoirien arrive à Abidjan ce jeudi 15 juin 2017 à 13h50, selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Et terminons avec cette information. Un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit de mardi à ce mercredi un immeuble d'habitation de 27 étages dans l'ouest de Londres, en Angleterre. Cet incendie a fait 6 morts et 74 blessés pour l'instant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.